Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 72e épisode d'une semaine en comics. Un épisode enrhumé, vous voudrez bien excuser ma voix de poney et les éventuelles quintes de tout à venir, mais un épisode dans lequel on va malgré tout passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine, et aussi de la semaine dernière, vu que je me suis offert quelques jours de vacances. Mais bon, il n'y en a pas pour des heures non plus, vu qu'il y a quand même assez peu de choses qui m'ont intéressé dans les dernières sorties. Et on va d'ailleurs commencer par un titre encore plus vieux que ça. Il est sorti il y a plus de 15 jours, autant dire jadis, naguère, autrefois. C'est The Good Asian de Pornsak Pitchett et Alexandre Tefenkgi chez Comics Initiative. The Good Asian, c'est une série en 10 numéros, parue aux États-Unis en 2021-2022 chez Image Comics, et qui a été récompensé par un Eisner Award et un Harvey Award. C'est plutôt pas mal. Alors, sur les auteurs, Alexandre Tefenkgi, on en a parlé il y a pas très longtemps, c'est un artiste français qu'on a vu tout récemment sur la série Once Upon a Time at the End of the World, écrite par Jason Aaron, et c'est un dessinateur dont j'aime vraiment beaucoup le trait. Et Pornsak Pitchett, lui, il est avant tout connu aux États-Unis comme éditeur, en particulier chez Vertigo. Mais on a déjà eu l'occasion de tester ses talents de scénariste sur la mini-série Infidel, dessinée par Aaron Campbell, qu'Urban a publié en 2021, et qui était une chouette histoire d'immeubles hantés, qui utilisait intelligemment les outils du fantastique pour parler en premier lieu de racisme. Et on a quelque chose d'assez similaire avec The Good Asian, où cette fois le scénariste utilise les codes du polar pour traiter la situation des Asiatiques dans l'Amérique des années 30. Alors, avant d'ouvrir le bouquin, un petit mot quand même sur l'objet lui-même, qui est vraiment très, très beau. C'est un grand format, dos toilé, marquage doré. C'est vraiment du très beau boulot. Et c'est le genre de bouquin que iComics ou Panini nous proposerait sans broncher à 50 balles. Là, on est sur du 29€. Alors, il y a juste un truc qui va pas. C'est le code barre, parce que jusqu'à présent j'ai pas encore rencontré un seul lecteur optique capable de le lire, mais c'est dire quand même la mauvaise foi dont je suis obligé de faire preuve, juste pour pas dire que le bouquin est absolument parfait. Et une fois qu'on l'ouvre, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un vrai bon polar à l'ancienne, et en même temps totalement actuel. Je vais m'expliquer. L'action, elle se situe en 1936, à San Francisco, dans le quartier de Chinatown. Et on va y suivre un flic, Edison Ark, qui est un flic d'origine chinoise. Ce qui fait de lui une pure anomalie dans le contexte américain de l'époque. On est à une époque où les migrants chinois ont encore moins de droits que la plupart des autres migrants sur le sol américain. Là-dessus, outre ce qu'on va découvrir de leur situation dans le cours du récit, on a également droit à la fin du bouquin à une série d'articles sur la situation des Chinois en Amérique à cette époque, et c'est à la fois passionnant et absolument terrifiant. Mais revenons à Edison Ark, qui donc, dans ce contexte, fait figure de privilégié, parce que, il a été élevé par une famille blanche et très riche, les Carraway. Edison a grandi à Hawaï, où il est resté quand la famille Carraway est venue s'installer à San Francisco. Et quand le récit commence, il est de retour dans sa famille d'adoption, au moment où son père adoptif, Mason Carraway, est tombé dans le coma. Et dans le même temps, sa domestique, Ivy Chen, a disparu. Et c'est elle que Edison va devoir retrouver à la demande de sa famille. Voilà pour le point de départ. À partir de là, l'enquête d'Edison Lark va permettre en premier lieu à Pornsak Pitchett de faire découvrir au lecteur
le Chinatown de l'époque, ses habitants, ses lieux ouverts au public et ses lieux beaucoup plus secrets, l'état d'esprit qui prévaut aussi parmi ses habitants, leurs craintes en particulier, et leur manière de les affronter, ou le plus souvent quand même de les esquiver. Ça parle donc de cette Amérique, dans un contexte où la loi est clairement pas du côté de cette partie de la population. Et la position très particulière d'Edison Arc au sein des deux communautés, ça lui donne évidemment une place de choix pour observer la société de l'époque sous ses différents aspects. Alors à côté de ça, on a également toute une histoire familiale assez complexe qui se fait jour progressivement. Toute la partie qui concerne la famille Carroway, donc, et là encore, ça donne des choses vraiment intéressantes à travers les relations complexes qui se sont nouées au fil du temps et au fil des ans entre les différents personnages. Et puis, on a le personnage d'Edison Arc lui-même, qui est un personnage complexe, qui est, je l'ai dit déjà, mais qui est à cheval sur deux mondes, et qui appartient ni tout à fait à l'un, ni tout à fait à l'autre, et qui est comme ça, sans arrêt sur le fil du rasoir, et qui passe son temps à se demander si il lutte contre les injustices, ou si, au contraire, il les pérennise. Du côté de l'intrigue, on a une enquête policière qui est quand même particulièrement tordue, où il est quand même très facile de se perdre entre les nombreux intervenants, les différentes fausses pistes, et puis les personnages qui sont aussi, pour certains, manipulés à leur insu. Ça devient assez vite très compliqué à suivre, mais clairement, c'est pas l'élément le plus intéressant ni le plus important du récit. L'enquête, elle est là pour apporter son lot d'action et de coups de théâtre. Et de ce point de vue, ça nous donne quand même quelques moments assez mémorables que je révélerai évidemment pas. Et puis, c'est quand même avant tout le meilleur outil narratif pour découvrir cette société en profondeur. Et de ce point de vue, je trouve que ça renvoie aux grands romans noirs de l'époque, les bouquins de Dashiell Hammett, de Raymond Chandler, d'Horace McCoy, tous ces écrivains qui utilisaient le polar pour faire le portrait de la société américaine et pour en souligner les aspects les moins glorieux. Et ici, Pansek Pichetshot, il en fait exactement la même utilisation. Et à côté de ça, Alexandre Tefenkgi, il est quand même lui aussi très bon, avec un trait à l'économie, mais qui réussit quand même à rendre vivante cette Chinatown. On est vraiment en permanence imprégné par l'ambiance de ce quartier, et en plus, son storytelling est quand même vraiment impeccable de bout en bout. Donc ouais, The Good Asian, c'est vraiment, de mon point de vue, une très bonne lecture. Et voilà, c'est comme ça que j'aime mes polars. C'est les deux pieds bien ancrés dans le monde réel. Et encore une fois, je vous conseille vivement la lecture des bonus en fin de volume, qui développent encore davantage le contexte social de l'époque et la situation des migrants aux États-Unis. Et puis, après, pour ce qui est de tracer des parallèles avec la situation actuelle aux États-Unis, comme ailleurs d'ailleurs, là-dessus, je vous laisse faire. J'ai quand même pas besoin de vous mettre les points sur les i. The Good Asian est donc sorti chez Comics Initiative, 304 pages au format 19 par 28 cm. La traduction est signée Benjamin Viette et l'album est vendu 29 €. On va rester dans le polar avec un titre sorti cette semaine, c'est l'intégrale de L'Exécuteur de John Wagner et Arthur Ranson chez Delirium. Alors, on retrouve au sommaire l'ensemble des 3 tomes que Delirium avait publiés entre 2016 et 2018.
mais à un prix quand même nettement plus attractif. Là, on est à 36€ l'intégrale, contre 24€ pour chaque volume seul. L'Exécuteur, The Button Man en VO, c'est une série anglaise qui est parue dans le magazine 2000 AD entre 1992 et 2001. Et c'est en fait 3 histoires, mais 3 histoires qui vont se suivre. Et en premier lieu, c'est l'histoire de Harry Exton, qui est un ancien militaire, un ancien mercenaire aussi, et un tueur. C'est comme ça qu'on le découvre dans les premières pages. Alors, une petite précision tout de suite, le titre français, l'Exécuteur, c'est un petit peu trompeur. Et d'ailleurs, dans le corps du récit, Button Man est plutôt traduit par l'exécutant. Et ben, c'est bien de ça qu'il s'agit, parce que Harry Exton va découvrir l'existence d'un jeu. Un jeu dans lequel des hommes s'affrontent et où leur vie est en jeu. Alors, tout se fait par téléphone. On reçoit une cible, un jour et un lieu, éventuellement quelques consignes particulières à la partie en cours, et le vainqueur empoche quelques dizaines de milliers de livres. Le vaincu, lui, dans le meilleur des cas, il sauvera sa peau au prix d'un marqueur. Et un marqueur, dans le vocabulaire de ce jeu, c'est une phalange. Comptez vos doigts, messieurs, dames. Voilà autour de quoi tourne cette série. C'est basique, c'est brutal, et c'est quand même extrêmement efficace. On va assister au combat à mort qui oppose les différents participants au jeu, et puis on va aussi découvrir progressivement qui se cache derrière tout ça. Et puis surtout, au centre du récit, il y a le personnage de Harry Exton, et qui est probablement l'élément le plus intéressant de cette histoire. Au départ, Exton, il se trouve embarqué dans cette histoire et dans le jeu, quasiment contre son gré. Il reçoit un coup de fil qui lui annonce qu'il est une cible et qu'il a intérêt à se préparer si il veut survivre. Et puis, très vite, il va devenir un participant actif à ce jeu, et il va surtout devenir un participant particulièrement impitoyable. Et c'est là qu'on essaie de rentrer dans la tête de ce personnage et de comprendre son fonctionnement. Et c'est pas simple, parce que il affiche sans cesse une froideur et une absence d'émotion totale. Et en même temps, il est en permanence hanté par le souvenir de tous ceux qu'il a tués. Il les revoit chaque nuit dans ses cauchemars. Tout ça est très paradoxal et très contradictoire. Dans le même ordre d'idées, d'ailleurs, il participe à toutes les parties qu'on lui propose, et c'est un participant quand même particulièrement enthousiaste, mais en même temps, s'il y participe, c'est avec pour objectif de remonter jusqu'à la source et de faire payer et d'abattre les organisateurs de ces jeux, et d'y mettre un terme. Harry Exton, c'est vraiment un personnage absolument impénétrable. On n'arrive jamais à cerner tout à fait quelles sont ses véritables motivations, qu'est-ce qui le pousse à faire ce qu'il fait, c'est-à-dire à tuer. D'ailleurs, dans la première partie de cette intégrale, c'est intéressant de noter que, on voit quasiment jamais son visage en entier. Dans ses premières apparitions, on le voit de dos, ou alors on voit que ses yeux, ou seulement une partie de son visage. Et même quand on le voit de face, il y a toujours quelque chose qui vient cacher une partie de son visage. Ici, c'est la fumée d'une allumette. Ici, il apparaît derrière les croisillons de la fenêtre et derrière les fissures de la vitre. Et comme ça, toujours dans ce premier récit, il y a quelque chose qui vient dissimuler tout ou partie de son visage. Et ça reflète parfaitement le portrait que fait de lui John Wagner. On n'arrive jamais à percevoir tout à fait qui est vraiment
Harry Exton. Au final, ça donne un récit qui est quand même extrêmement violent, très très brutal et terriblement noir. Que ce soit les participants au jeu qui sont prêts à tuer pour de l'argent, ou les organisateurs pour qui la vie des hommes qui font jouer n'a aucune valeur, on est dans un univers qui est quand même sinistre au possible. Et le style ultra réaliste d'Arthur Hanson ajoute encore à la violence et à la noirceur du propos. On n'est pas du tout dans une violence stylisée. Là, au contraire, on est dans quelque chose de très réaliste et c'est d'autant plus efficace. Donc ouais, si la violence et la noirceur vous rebutent pas, c'est une lecture que je conseille très volontiers. C'est donc sorti chez Delirium, 320 pages en très grand format, 23 par 30 cm, traduit par Philippe Touboul et vendu 36€. C'est tout pour mes lectures de la semaine. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant à part ça ? Chez Urban, on a eu le 3e et dernier tome de Black Science de Rick Remender et Matteo Scalera, j'y reviendrai plus tard. Et puis, on a eu l'intégrale Klaus de Grant Morrison et Dan Mora. Klaus, ou La véritable histoire du Père Noël, comme l'indique le sous-titre de cet album. Bon alors, j'ai pas encore eu le temps de relire tout ça, et après réflexion, je vais me garder ça de côté pour en faire une vidéo pour les fêtes de Noël. Mais on va quand même le feuilleter rapidement, notamment pour celles et ceux qui auraient les 2 albums parus autrefois chez Glénat et qui se demandent si ça vaut le coup ou pas de prendre cette édition. Alors, déjà, le format, c'est du grand format Urban, donc 21 par 32 cm. Et le sommaire, on a donc la mini-série originale. On a ensuite le récit complet, La sorcière de l'hiver, qui figurait, lui, dans le tome 2 chez Glénat. Même chose pour Péril à Noëlville, qui lui aussi était dans ce tome 2 Glénat. Et puis le reste, par contre, sauf erreur de ma part, c'est inédit en France. C'est Les larmes du bonhomme de neige, qui est un récit de 2018. Et puis, le dernier, Joe Christmas, une vie d'avant en arrière, qui lui date de 2019, et qui est un récit en forme de calendrier de l'Avent, qui est entièrement composé de pleines pages, qui sont signées, encore et toujours, Dan Mora. Et puis, dans les bonus, on a le premier épisode en noir et blanc, commenté par Grant Morrison et Dan Mora. Et puis derrière ça, on a encore quelques petits extras. Voilà pour cette intégrale. Encore une fois, j'y reviendrai plus en détail d'ici la fin de l'année, mais comme ça, voilà, vous avez déjà un avant-goût. Pendant ce temps, chez Panini, rien de bien passionnant. 2-3 trucs que je signale quand même. La semaine dernière, on a eu l'intégrale Spider-Man de Tom Taylor en Marvel Deluxe. De mon côté, j'ai plutôt opté pour les trade paperback américains. Je pensais à tort qu'ils contenaient que les 10 premiers numéros de la série. Pas du tout, il y a bien les 14 numéros de Friendly Neighborhood Spider-Man, écrits donc par Tom Taylor, et dessiné principalement par Juan Cabal et Ken Lashley. Et c'est plutôt du bon Spider-Man, ce qui, en ce moment, court quand même pas les rues. Alors, disons que c'est du Tom Taylor, et que, on y retrouve à la fois ses qualités et ses défauts. Ses qualités, c'est quand même en premier lieu l'écriture de ses personnages.
et leurs interactions. Et l'épithète Friendly Neighborhood est parfaitement justifiée parce que on y voit un Spider-Man évoluer sous le regard bienveillant des habitants de son quartier, y compris même un personnage de flic. Et ça va donner un côté feel-good à l'ensemble de la série. Et c'est franchement très agréable à lire. Alors, le moins bon côté de Tom Taylor, c'est, comme toujours, ses intrigues. Là, il nous sort quand même une histoire complètement pétée de ville de New York, sous la ville de New York. C'est le genre d'idée à la con que plus aucun scénariste ose envisager sérieusement depuis au moins 60 ans. Il y va quand même, mon Tom Taylor. Bon, alors, quand même, il le fait avec suffisamment de légèreté et sans se prendre au sérieux. Donc, dans l'ensemble, ça passe. Mais, quand même, en tant que lecteur, il faut quand même être un minimum de bonne composition pour avaler tout ça. Parmi les vraiment chouettes choses au menu, on a l'épisode 6, qui met en scène 1,5 tonne d'adversaires de Spider-Man, et qui pourrait presque vous tirer une larmichette si vous n'avez pas tout à fait un cœur de pierre. Alors, un des soucis de la série quand même, c'est qu'elle est tout à fait secondaire par rapport à la série principale Amazing Spider-Man, qui à l'époque était écrite par Nick Spencer. Ce qui se passe ici, en fait, n'a aucune incidence sur la série principale. Et pourtant, il s'y passe quand même un événement majeur pour un membre de l'entourage de Spider-Man, mais vraiment majeur. Et je suis même pas sûr que ça a été seulement évoqué dans les pages d'Amazing Spider-Man à l'époque. Faudrait vérifier, peut-être je dis des conneries, mais j'en ai pas le souvenir. Quoi qu'il en soit, au terme de ces 14 épisodes, Tom Taylor, il a été prié de bien gentiment ranger ses jouets, et puis de tout remettre comme c'était avant qu'il entame la série. Ça reste malgré tout une lecture sympatoche. Après, de là à lâcher 32 balles, je suis pas sûr, mais bon, voilà, c'est vous qui voyez. Dans le même ordre d'idées, cette semaine, en Marvel Must Have, on a eu un tome consacré à Hulk, L'île aux monstres de Peter David et Lee Weeks. Alors, c'est un récit qui date de 2005, qui est paru dans les numéros 77 à 81 d'Incredible Hulk. À l'époque, ça marquait le retour de Peter David sur la série, après une longue période où elle était écrite par Bruce Jones, période qui est très bien démarrée, et puis qui s'est quand même terminée en août boudin, de manière totalement précipitée. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais il me semble bien que à l'époque, Jones a signé un contrat d'exclus chez DC Comics, et que on lui a demandé de boucler toutes ses intrigues précipitamment. Bref, quoi qu'il en soit, Peter David est donc revenu faire l'intérim de luxe. Il est resté moins d'un an, juste avant le lancement de Planet Hulk. Et donc, on retrouve dans ce récit, et dans ce Marvel Must Have, ce premier arc, dessiné par Lee Weeks. Et c'est quand même le principal intérêt de ces épisodes. Alors, le scénario de Peter David, il est ok. Alors, toute l'histoire de l'île où se situe l'action, et où on va voir se succéder différents adversaires de Hulk, ça tient plus ou moins bien la route. Et puis, en parallèle, Peter David revisite une fois encore le passé de Bruce Banner, mais quand même, la première raison de lire ces épisodes, c'est quand même les planches de Lee Weeks, parce que, vous m'excuserez, mais ça a quand même sacrément de la gueule.
Et en plus, je trouve assez cool de le voir sortir les gros calibres niveau adversaire, genre, on le voit ici, Fin Fang Foom. Et puis tiens, dans les choses que j'adore, il y a aussi la couverture du numéro 81, hommage à Frazetta. J'adore ça. En France, Panini avait publié ces épisodes dans un Marvel Icons hors série en 2005, et je crois que ça n'a jamais été réédité depuis. Et donc, ça va être la première fois que ces épisodes sont disponibles en librairie. Là encore, corrigez-moi si je me gourre. Et puis en bonus, on a un 6e épisode, toujours écrit par Peter David, mais dessiné cette fois par Jay Lee. Celui-ci, par contre, il a été réédité au moins à 2 ou 3 reprises. Pardon. Quoi d'autre ? La réédition de l'Arme X de Barry Windsor Smith en noir et blanc. Ouais, bon. Perso, je recommande surtout cette édition en très grand format. J'arrive même pas à tout cadrer. Même si... alors, pour le coup, cette édition, je trouve quand même les couleurs trop sombres. Mais quand même, pour profiter à plein des planches de Barry Windsor Smith, ça reste quand même très recommandable. Visiblement, c'est toujours dispo. Et ça vous coûtera même 2€ de moins que cette édition en noir et blanc. Pour finir, la très grosse sortie de la semaine, c'est le tome 2 de Moi ce que j'aime, c'est les monstres, d'Émile Ferris, chez Monsieur Toussaint Louverture. Alors, je ne l'ai pas encore acheté. Pour le premier, j'ai fini par craquer pour l'édition collector, qui était sortie fin 2019 et qui avait quand même le gros avantage de proposer un livret supplémentaire. Et du coup, je suis pas très pressé de prendre ce tome 2. Je me dis que d'ici la fin de l'année prochaine, l'éditeur risque quand même bien de nous refaire le même coup. Donc pour l'instant, je vais me dépêcher d'attendre. Au passage, oui, Émile Ferris était l'invité d'honneur des Utopiales à Nantes il y a une semaine. C'est d'ailleurs elle qui a signé l'affiche cette année. Par contre, elle est jamais venue. Elle a annulé sa présence en dernière minute. En revanche, il y avait bien sur place une expo qui lui était consacrée avec notamment des originaux. J'en ai pris quelques-uns en photo et c'est assez impressionnant. Alors c'est pas très grand, les originaux sont à peu près de la même taille que le format des bouquins, mais c'est quand même des dessins que je trouve assez incroyables. Quoi qu'il en soit, c'est sorti et c'est dispo dans toutes les bonnes librairies, et même dans les mauvaises, je crois, au prix de 34,90 €. Est-ce qu'on a fait le tour ? Presque, oui. Une dernière chose que je voulais vous signaler, c'est les nouveautés sorties cette semaine chez Néophélis. Alors, ils ont sorti 2 choses. On a le numéro 5 de leur magazine, Comics Signature, avec des articles consacrés aux Nouveaux Mutants ou à Iron Man dans les années 60. Et puis, on a aussi, et on a peut-être surtout, la sortie de Planète Haredi, qui est un livre signé Benoît Bonte et qui est entièrement consacré à cet éditeur qui était le plus gros pourvoyeur de comics en France jusque dans les années 80, plus encore que Lug à l'époque. Et j'avoue que je suis très impatient de lire ça. J'ai passé commande, donc on devrait pouvoir en reparler bientôt. À ma connaissance, le bouquin ne sera pas disponible en librairie. On peut uniquement se le procurer sur le site de l'éditeur, et il s'agit d'un petit tirage de 400 exemplaires seulement. Comme ça, vous voilà prévenus. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.